Bienvenue à La santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute! Mes invités cette semaine, Dr Michael Saint-Gelais et Dr Antoine Mercier-Linteau, médecin de famille et créateur de Wikimedica, le Wikipédia de la médecine. Michael et Antoine sont deux jeunes médecins dynamiques qui ont une pratique essentiellement axée sur le remplacement en région éloignée. Cela leur permet de libérer du temps pour un projet d'envergure, soit celui de Wikimedica. Au cours de l'entretien, nous revoyons d'abord leurs parcours respectifs, puis, dans la deuxième partie de l'entrevue, nous discutons de ce merveilleux projet qui vise à rendre plus accessibles les connaissances médicales. Plaisir coupable, tabou universitaire, les plateformes de type Wiki ont d'abord suscité la crainte, mais elles sont fiables et mes deux invités sauront vous en convaincre. Michael et Antoine me présentent leur projet, son envergure et leurs objectifs à long terme. Bonne écoute. Michael, bonsoir. Bonsoir. Antoine, bonsoir. Bonsoir. Merci de vous prêter à l'exercice du balado La santé au-delà des mots pour parler d'un projet, ma foi, je ne dirais pas suicidaire, mais courageux, donc qui est Wikimedica, donc quelque chose qui m'impressionne honnêtement par la grosseur de l'entreprise. Vous saurez m'en parler là, au cours de l'entrevue, mais j'aimerais ça avant apprendre à vous connaître un petit peu, que nos auditeurs, vous êtes tous les deux du domaine médical. Vous vous connaissez, mais vous avez des parcours un peu différents quand même. Michael, si on commençait par toi. Oui, bien en fait, moi je suis médecin de famille actuellement. Mon parcours est assez typique du cégepien qui s'en vient à l'université, qui gradue en médecine dans les temps habituels. Donc, c'est ça, j'ai fait mon préclinique à l'Université Laval, puis j'ai enchaîné avec ma résidence en médecine familiale à l'Université Laval. Avant ça, j'étais au Cégep Sainte-Foy, donc je viens de Québec. OK. Donc, ça ressemble à ça, mon parcours scolaire. Ton parcours académique. Antoine, voilà. Toi, peut-être un petit peu plus, ça? Oui, moi, je suis réellement passé par 4 chemins pour en arriver ici. Premièrement, ça a été les Forces armées canadiennes, le Collège militaire, l'ingénierie informatique. Et puis, j'avais une entreprise de développement logiciel pendant plusieurs années. Et puis, en manque de sens dans ma profession, j'ai décidé de me réorienter vers la médecine. Un objectif que j'avais au secondaire, par contre, contrairement à Michael, j'avais pas le sérieux pour l'entreprendre. Il a fallu que je mature un peu pour finalement en arriver là. Et puis, me voici à la fin de mon parcours, tout récemment gradué d'une résidence en médecine familiale. Le choix de la médecine familiale par rapport à une spécialité, disons, dans ton cas, Antoine? J'aime tout. OK. C'est vraiment ça. La médecine familiale, je le vois un peu comme étant le couteau suisse de la médecine, et plutôt qu'un outil très, très précis, excellent dans ce qu'il fait et un petit peu, c'est ça, un usage limité. Moi, j'aime bien un peu toucher à tout puis essayer d'aider mes compatriotes, peu importe leur mot, justement. Michael, dans ton cas, toi, la médecine familiale, est-ce que c'était c'est dommage. Un choix mûri ou... C'est dommage qu'Antoine a utilisé le mot couteau suisse déjà, parce que je dirais que c'est un peu la même chose, dans le sens que à l'intérieur de la médecine familiale, il y a manière de se réorienter
facilement. Donc, actuellement, je fais du dépannage à l'urgence depuis 4 ans. OK. Puis, éventuellement, disons que j'aurais envie de faire des soins palliatifs, bien, c'est tout à fait possible de travailler en ce sens-là, de faire des formations ou des stages pour se réorienter. Donc, il y a le bureau aussi, il y a de l'hospice, toutes sortes de choses qu'on peut faire. Donc, c'est pour ça. Essentiellement, la médecine familiale, c'est assez diversifié, puis ça permet de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Toi qui viens du cégep comme moi, là, qu'est-ce qui t'a amené en médecine? Mon Dieu, moi, mon idée était faite assez jeune. Là. Je suis parti de policier quand j'avais 7-8 ans. Puis, en fait, quand j'étais jeune, j'allais dans un camp de vacances en Ontario. Ça a commencé comme ça. C'était un grand détour pour dire que là-bas, j'ai fait une anaphylaxie. Je me suis fait piquer par des guêpes en dessous de la langue. Puis, mon visage était, ma foi, à boursouflé. Fait qu'on m'a amené à l'hôpital là-bas où j'ai été bien soigné. Par la suite, j'ai été référé à un médecin, un allergologue là, qui s'appelle Dr Bédard au CHUL. OK. Puis, il pratique encore d'ailleurs. Puis, je dirais que c'est à partir de là, parce que Dr Bédard, c'est vraiment un modèle positif. Donc, j'ai vu lui, mon médecin de famille aussi à l'époque, Dr Baudet, maintenant décédé malheureusement. Mm-hmm. Mais c'est deux images positives qui m'ont amené en médecine finalement. OK. C'est intéressant parce que moi, c'était plutôt l'orthopédie qui m'a amené à l'hôpital quand j'étais jeune et je voulais donc être orthopédiste, mais tu parlais de beaux modèles de rôle. Le hasard a voulu que j'ai eu des modèles de rôle plus intéressants en chirurgie générale qu'en orthopédie. Donc, on n'est jamais trop... une fois qu'on est de l'autre côté de la clôture, on se rend compte aussi à quel point on peut parfois être un modèle de rôle pour des très courtes périodes. Donc, quelque chose dont on prend connaissance avec le temps, là. Antoine, je crois comprendre que tu fais également de l'hospitalisation. Oui, exactement. Là. Donc, j'ai choisi de garder l'hospitalisation dans ma pratique parce que je trouve ça vraiment intéressant. Puis avec l'urgence, ça s'associe bien pour... l'urgence, c'est le début des soins. C'est les soins primaires, c'est la prise en charge. Puis l'hospitalisation, c'est un petit peu la fin. Là. Et puis, c'est un bagage de connaissances, puis une approche aux pathologies qui est très, très complémentaire avec l'urgence. Et puis, je voulais pas perdre ça. Je voulais continuer à en faire. Ça, c'est sûr qu'en plus, en région, habituellement, le médecin d'urgence fait un peu médecin d'hospice en même temps, c'est-à-dire que finalement, l'épisode de soins peut être quand même assez long avant que ça soit transféré au médecin de l'hospitalisation. Donc, tu sais, les prescriptions d'admission et tout ça, on fait ça régulièrement à l'urgence. Oui, définitivement. Oui, c'est très, très complémentaire. Puis en région, il n'est pas impossible aussi que le médecin qui a admis le patient à l'urgence se retrouve finalement à l'étage la semaine suivante. Retrouve le patient finalement qui l'a admis. Oui, exact. Donc, ça fait une belle continuité. Disons que ça fait une expérience patient qui est probablement plus plaisante. Là, j'ai eu au cours des dernières semaines un spécialiste de l'expérience patient, puis une patiente là, qui m'a raconté un peu son histoire, puis son parcours à travers la maladie, puis à travers la structure. Puis je faisais la réflexion que plus les machines grossissent, plus c'est difficile d'aller chercher une expérience patient qui est satisfaisante. Les machines sont tellement grosses. Puis dans des gros hôpitaux, parfois on fait passer des gens avec des pathologies relativement simples par des structures extrêmement lourdes. Alors que pour travailler un peu à Baie-Saint-Paul, c'est un petit peu ce dont on discute dans le moment. Il peut arriver que ce soit la même infirmière qui appelle le patient pour son questionnaire préopératoire, qui l'accueille en salle d'opération, qui est première assistante, puis finalement, il n'est pas impossible qu'elle fasse un petit peu de salle de réveil aussi. Donc, Puis ils se sont croisés en faisant leurs courses à l'épicerie du village aussi. Ça aussi. Mais ça, c'est clairement un plus. Là. Je pense que les patients sont rassurés quand même d'avoir des gens qui recroisent régulièrement dans le système. Même en région, c'est drôle parce que j'ai tendance à croiser les mêmes patients. Okay. De me rappeler de leur nom. C'est quand même... je sais pas si ça t'arrive toi aussi, Antoine. Ça commence, oui. Ça commence. J'ai pas autant d'expérience que toi, mais je commence à avoir des noms revenir. Puis ça fait de meilleure prise en charge, en fait, là, parce qu'on part jamais de zéro. Là. C'est ça. Faites-vous le remplacement toujours au même endroit, Michael? Ou? Ça a varié beaucoup dans le temps parce que c'est sûr que les besoins des hôpitaux varient dans le temps. Pendant une certaine période, j'allais beaucoup à Bécomo, par exemple, pendant
2 ans, disons. Puis là, maintenant, actuellement, leurs besoins sont comblés, donc j'y vais beaucoup. En fait, j'y ai pas été depuis 1 an. Mais j'essaie de tout le temps retourner dans les mêmes hôpitaux pour avoir une constance avec l'équipe, pour connaître les infirmières, pour connaître les médecins, connaître la paperasse aussi, parce que la paperasse varie drastiquement d'un endroit à l'autre. Pour connaître les pratiques, les trajectoires de soins aussi. Donc, actuellement, je vais beaucoup aux Escoumins. J'ai été beaucoup au Lac-Saint-Jean l'année passée, donc Alma, Dolbeau-Mistassini, Chandler. C'est des endroits que je retourne assez fréquemment. Tu vas y aller par bloc d'une semaine, disons? Oui, grossièrement, c'est ça, 6-7 jours. Je reviens à la maison. J'essaie de pas trop me déplacer pour 2-3 jours parce que sinon, ça fait beaucoup de temps sur la route puis pas beaucoup de temps à s'occuper des patients. Donc, si je morcelle mon temps, là, ça finit que j'ai l'impression d'avoir travaillé tous les mois puis il reste plus de temps pour faire du wiki, là, au final. Sur une période d'une semaine, tu vas faire combien de quarts de travail ou combien d'heures? Ça dépend des endroits, parce qu'il y a des endroits qui sont structurés en quart de 8 heures dans les urgences. Donc, ça, c'est l'exemple de Chandler. Sont vraiment en quart de 8 heures standard, comme dans beaucoup d'urgences au Québec. Il y a des endroits, par exemple, comme les Escoumins, que c'est des quarts soit de 10 heures de jour, donc 8 heures à 18 heures. Donc, c'est le même médecin. Puis après ça, de 18 heures à 8 heures le lendemain matin, c'est un médecin aussi. Donc, c'est 2 quarts par jour. Donc, ça dépend essentiellement de l'endroit où je vais. Si je fais 6 quarts de 8 heures sur une semaine, ben ça fait 6 fois 8, ma foi, 48 heures? Ouais, okay. Quelque chose comme ça, ça a pris du temps. Donc, c'est ça. Ça fait 48 heures dans une semaine, puis après ça, l'autre semaine, ben je travaille à faire de la paperasse parce que, aussi, une réalité des médecins dépanneurs, c'est qu'on reçoit la paperasse de nos patients à la maison à Québec. OK. Donc, ça fait en sorte qu'il faut que je travaille avec ma clé DSQ pour comprendre pourquoi l'hémoglobine du patient était à 80 exactement, et si c'était connu. Tu n'as pas tous les renseignements à ce moment-là. Non, c'est ça. Ça complexifie beaucoup la tâche. J'imagine. J'imagine. Antoine, toi, est-ce que tu privilégies toujours le même milieu de remplacement? Ou? Étant en début de carrière, je suis à l'étape de magasiner mes milieux un petit peu, okay. Là, mais il y a des endroits qui reviennent. Et comme, mettons, Port-Cartier, là, pas très loin de Sept-Îles, 1 heure avant Sept-Îles. La-Tuque, je fais beaucoup aussi. Chibougamau, j'y retourne. Je dirais que majoritairement, ces 3 endroits-là, c'est mes récurrents. Là. Puis à gauche, à droite, j'essaie des petits mandats dans d'autres milieux pour justement les découvrir. Oui, c'est ça. Trouvez-vous que, parce qu'on appelle ça du remplacement, mais que lorsque l'on va toujours au même endroit, on n'a plus l'impression de faire du remplacement? Oui, j'ai l'impression d'être quelqu'un de l'équipe là, avec le temps. Effectivement, je connais bien les infirmières, les médecins. Des fois, on s'invite à manger. Puis, c'est ça. Ouais, en chirurgie, souvent, en remplacement, tu perds l'impression de faire du remplacement quand ton nom est sur le mur de la salle d'opération avec ta grandeur de gants. J'allais à la TUC à un certain moment, j'avais ma grandeur de gants inscrite dans la salle d'opération. C'est un signe que j'y allais assez souvent. J'avais mérité, mais... Les jalons. Exactement. Ouais, moi, j'ai un casier à un endroit, je sais, ouais. Exact. Ça crée un sentiment d'appartenance. Ouais. Ça prend pas grand-chose parfois. Ça ne fait pas longtemps que vous faites de la médecine, mais juste pour apprendre à vous connaître encore un peu plus, si tu ne faisais pas de la médecine, tu ferais quoi? C'est une bonne question. En fait, moi, dans le passé, j'ai fait quand même pas mal de musique. J'étais au conservatoire en guitare classique. OK. C'est sûr que faire carrière dans un instrument comme ça, c'est difficile. Mais j'aurais certainement tenté quelques années supplémentaires avant de peut-être tenter une réorientation. Mais avec le temps, je dirais, dans les 4-5 dernières années, je me découvre finalement un esprit entrepreneurial que je me connaissais pas avant. OK. Fait que probablement que la gestion de projet ou de la gestion d'entreprise, au final, ça aurait été une bonne voie pour moi avec ce que je connais maintenant de moi. Mais à 20 ans, m'avoir dit ça, je m'aurais pas cru. Okay. Il a fallu que je passe au travers de ces expériences-là, finalement. Toi, Antoine? Dur à dire. Probablement que j'aurais continué... je serais encore en informatique si finalement la médecine ne m'avait pas choisi. Sinon, j'ai une grande passion pour la plongée sous-marine. Okay. Donc, enseigner la plongée, ouais,
c'est un travail qui m'aurait plu. Ça peut être un projet pour plus tard, ça. Oui, non, c'est pas exclu. J'en fais encore beaucoup. Mickaël en fait aussi, d'ailleurs. On n'est pas encore allé plonger ensemble, mais peut-être dans les projets. Oui, c'est ça. Je dirais pas un plan de retraite, parce que la retraite est encore très, très loin, mais pendant mes vacances, oui. Un week-end de travail aux Escoumins. Oui, c'est exactement. ça. J'ai jamais été aux Escoumins, justement. C'est vrai, mais c'est beau. Oui, c'est ça. Il y a des gens comme Mickaël qui prennent tous les besoins aux Escoumins sans que je puisse m'inscrire. Ah, c'est vraiment pas juste. Antoine, as-tu une devise un mantra? L'audace. Un mot. L'audace. Un mot plus qu'une devise, ouais. L'audace. Il y a un de mes amis qui m'a déjà dit ça dans le passé. S'il fallait te décrire par un mot, ça serait audacieux. Comme, parfait, ça me va. Ça me va. Mickaël? J'irais pour tout ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Ah, c'est bon, ça. Ouais, je pense que j'applique ça quand même comme médecin aussi, là. C'est sûr que comme médecin d'urgence, il faut que ça roule quand même assez rondement. Mais je pense, en tout cas, je suis pas parfait nécessairement, mais j'essaie de faire les choses bien pour être content de mon travail puis être fier de ce que je fais. Fait que ça s'applique pas mal dans tout ce que je fais, autant dans la musique. Avant de présenter quelque chose à des gens, j'essaie que ça soit bien liché puis intéressant à écouter finalement. OK. Fait que, ouais. C'est quoi ta définition de la santé, toi qui travailles en santé, puis qui même veut permettre aux gens d'apprendre à soigner les gens? Je pense que si c'est à mon tour de faire une définition en un mot, ça serait équilibre. Ah. Ouais, donc une espèce d'équilibre au niveau du travail. Donc, travailler trop à ce moment-là, il n'y a plus de temps pour s'exercer, faire du sport, avoir du temps avec la famille, les amis. Donc ça, c'est important. Puis, c'est surtout ça, je pense, de bien gérer son temps permet d'être en santé en investissant son temps pour développer des relations avec ses amis, sa famille, puis d'avoir le temps aussi de faire du sport au travers de tout ça, puis de bien manger. Fait que tout est en lien. Antoine? Le corps en homéostasie avec l'esprit lui-même, son environnement, peut-être. Mais j'aimerais partager une petite, pas une petite anecdote, mais Mané, il y a un néphrologue qui m'a dit, sais-tu, on a demandé à des patients à l'unité de dialyse là, s'ils se considéraient en santé, et 30% de ces patients-là ont répondu que oui. Puis là, ça dit quelque chose d'intéressant par rapport à la santé, hein, que c'est un principe qui est peut-être... Il n'y a pas une définition de la santé. Quelqu'un qui est sous dialyse, on aurait tendance à dire que cette personne elle est malade. Ben non, contre toute attente, il y en avait là-dedans qui se considéraient comme en santé. Donc, c'est une notion qui va probablement varier d'un individu à l'autre, j'imagine. Il y a sûrement un lien avec la satisfaction qu'on a de notre état au moment actuel. Tout à fait. Mickaël, tu parlais d'équilibre, de ne pas trop travailler. Ça nous fait penser peut-être à l'épuisement professionnel, ça. Antoine, fais-tu, toi, un corollaire entre le travail de militaire et le travail de médecin? Est-ce que c'est des comparaisons que tu fais parfois, notamment au niveau... Parce qu'on parle actuellement beaucoup au niveau médical de faire attention à soi, prendre soin de nous, puis ça vient parfois avec le fait de faire moins d'heures. Puis en même temps, on a un travail qui fait que parfois on ne peut pas faire moins d'heures parce que, pour toutes sortes de raisons, à 4 heures, ça n'est pas terminé. Il reste 4 heures de travail. On va terminer à 20 heures. Donc, quelle portion dans ce travail de médecin-là, ou en santé en général, même, vient avec le sacrifice de soi-même? Comme un peu un militaire. C'est pour ça que je voyais parfois un corollaire. Une grande portion, là. Est-ce que c'est la profession médicale ou la profession militaire qui s'est rendu compte en premier que justement c'était 2 emplois qui étaient très très demandants au niveau de nos ressources mentales, puis que ça nous mettait à risque en fait là. Et puis dans l'armée, quand j'y étais justement, il y avait quand même là les vétérans revenaient d'Afghanistan, puis on se rendait de plus en plus compte que l'armée nous quitte jamais, en fait. Là. Moi, j'ai pas été déployé, mais j'ai vu beaucoup de mes camarades qui sont revenus avec des graves blessures de l'esprit. Et puis, même si on a accroché notre uniforme, même si on n'est plus militaire, l'armée reste en nous et les dégâts qu'elle a fait restent en nous aussi. Et puis,
Écoute, peut-être des fois on pourrait tirer un parallèle avec la santé, là. C'est pas un travail de 8 à 4. Des fois on continue longtemps, puis dans n'importe quelle spécialité, on va être soumis à des situations difficiles qui vont nous marquer, qui vont laisser des traces, et puis ça, que ce soit la nuit, le soir, la fin de semaine, on va encore y penser. Fait qu'il y a définitivement des parallèles à faire, là. J'ai l'impression que peut-être le système de santé est un peu en retard sur l'armée en ce qui a lien avec tout le bien-être mental là, de ces troupes, là, si je peux me permettre ce terme. OK. On a parfois l'impression que l'armée balaie ça un peu en dessous du tapis, les enjeux de santé mentale, mais c'est bien géré puis bien pris en charge. Sans te mettre dans l'embarras, évidemment. Je ne sais pas si tu as un devoir de réserve. Est-ce que moi, j'ai jamais... Non, ben moi, je suis pas passé par là. Je voyais énormément de sensibilisation. OK. Je voyais vraiment des grandes campagnes de sensibilisation. On en parlait plus ouvertement. Encore là, j'étais officier, j'étais pas membre du rang. Est-ce que c'était du fait de mon poste dans l'armée? Je pourrais pas dire. OK. Par contre, si je peux faire un autre parallèle, cette fois-ci avec le système de santé un peu malsain, l'armée, autant le système de santé que l'armée sont des environnements qui peuvent être quand même un peu toxiques parfois, là. Et puis, malheureusement, ça, effectivement, il y a une prise de conscience par rapport à ça aussi. Michael, penses-tu que le niveau de satisfaction qu'on retire de la profession médicale, ça vient pas justement avec un lourd tribut à payer en termes personnel, sacrifice de soi? Autrement dit, l'investissement qu'on va faire, c'est ce qui va rapporter la satisfaction finalement. Donc, si on en vient qu'à travailler 25-30 heures par semaine, ce qui est un emploi normal pour bien des gens, le niveau de satisfaction qu'on va en retirer pourrait être moindre ou... Je pense pas que le nombre d'heures totales travaillées par semaine est directement lié au niveau de satisfaction. Je pense que c'est plus en lien avec le sentiment d'avoir bien fait son travail, puis d'avoir les ressources nécessaires pour faire bien son travail. Mm-hmm. Parce qu'on le voit dans les médias actuellement, dans les entrevues. Récemment, la FMOQ décrivait que un certain pourcentage, je pense que c'était 20% ou peut-être même plus, là, du temps des médecins de famille était consacré à la paperasse considérée comme inutile. Ça, c'est clairement du temps que les médecins de famille considèrent probablement pas comme étant valorisant. Tout à fait. Fait que du temps passé à travailler directement sur les patients puis d'avoir les moyens pour le faire, je crois que c'est ça qui est le plus valorisant pour les médecins. Je pense qu'ils ont fait l'exercice, puis en supprimant ce temps de paperasse inutile-là, ça a ajouté l'équivalent de, j'ai en tête 680 médecins. Ben c'est incroyable. Dans le système. J'ai aucune misère à le croire. Puis c'était des millions de visites par année, là. C'est des chiffres absolument astronomiques. Puis je pense qu'il va falloir aller tranquillement pas vite là, vers l'informatisation plus soutenue et plus direct du système de la santé, surtout en intra-hospitalier. Je pense qu'il y a un retard à ce niveau-là. Dans les cabinets de médecins de famille, ça va quand même bon train. Les dossiers médicaux électroniques sont quand même très bien implantés. Puis ça a certainement un gain en efficacité, puis un gain aussi au niveau de la sécurité des patients, par exemple, là, du suivi des tâches. Là, entre les patients, on peut envoyer des tâches à des intervenants qui font des suivis à des moments précis, qui sont capables de nous confirmer que la tâche est faite finalement. C'est sûr que l'informatisation, par contre, peut faire en sorte que il y a des devoirs maintenant qui sont plus élevés en termes de documentation des patients, c'est-à-dire que les notes, étant donné que c'est informatique, on dirait que les attentes des gens sont plus élevées. C'est-à-dire qu'il faudrait que les notes soient plus longues. Étant donné que c'est plus facile, donc il faut que ça soit plus long. Fait qu'il ne faut pas tomber là-dedans non plus, quoique il y a des innovateurs qui ont quand même suggéré des pistes intéressantes là, pour faciliter la prise de notes. Ça, je pense que c'est une avenue d'avenir. Surtout en médecine familiale, la prise de notes, ça prend beaucoup de temps. Donc, si on est capable d'y aller par reconnaissance vocale ou des systèmes de notes rapides, je pense qu'on peut sauver beaucoup de temps. Les chirurgiens font beaucoup de dictées. Nous, malheureusement, on n'a pas ce luxe. On n'a pas ce luxe. On prend une courte pause.
Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com, bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Visitez le site web du balado à www.baladosanté.ca au BALADOSANTE.ca. Visitez également notre page Facebook. Envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au balado sur la plateforme de votre choix. On va parler de Wikimedica, donc le lien avec Wikipédia nous apparaît instantanément. Donc, Michael ou Antoine, je laisse la parole. D'où vient ce projet d'envergure qui est Wikimedica? Le nom n'a pas été donné au hasard. Il y a réellement un parallèle. Wikimedica, c'est le Wikipédia pour les professionnels de la santé. D'où vient ce projet? Moi, en médecine, j'ai constaté que la médecine, c'est une discipline qui repose sur beaucoup de connaissances. Et puis, je voyais mes collègues étudiants s'envoyer à gauche, à droite des PDF, des Word, des choses comme ça. Puis je me suis dit, mon Dieu, un wiki, une plateforme collaborative où tout le monde mettrait cette connaissance-là en commun et puis l'améliorerait, construirait, plutôt que de réinventer la roue année après année, session après session, ça serait absolument fantastique. Donc, Michael, à ce moment-là, était en charge d'un comité qui s'appelait le groupe d'enseignement médical étudiant. Puis je suis allé voir Michael pour lui proposer mon idée. Je donne la parole à Michael pour la suite. On est en quelle année? On est en 2016. Ouais. On est en 2016, ouais, donc ça fait quand même 7 ans. Donc, Puis ce groupe-là, le groupe d'enseignement médical étudiant, avait commencé en 2012. Ça avait un autre nom à l'époque. Puis le but, c'était ça, essentiellement, tu sais. Antoine a vu ce que j'avais vu avant, puis dans le fond, on avait le même objectif, et que c'est comme ça qu'on a pu construire Wikimedica, mais essentiellement, c'est ça, c'était des dossiers PDF qui se faisaient donner via des clés USB par les étudiants un peu partout, des résumés. Puis ce qui était comique, c'est qu'il y avait c'était comique, pas vraiment en fait, là, c'est que les résumés des années antérieures étaient donnés par groupe d'initiation à l'université. Puis il y a certaines personnes qui n'avaient pas accès à ces PDF-là. Puis je trouvais ça injuste. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas la bonne personne. C'est tout. OK. Fait que là, c'est antidémocratique. Quand même. Puis ça donne pas les mêmes chances aux étudiants. Non. Fait que quand j'ai constaté ça, moi, j'avais été chanceux. J'avais eu accès à ça, au fameux résumé des années antérieures. Puis là, j'ai dit, bon, on met ça en commun. Puis là, les technologies, on a commencé par de l'info nuagique, mais ça avait des problèmes absolument désastreux, là, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de copies conflictuelles. C'est quoi de l'info nuagique là, pour un profane comme moi? Dropbox, mettons. OK. Et tous les modèles... Google Drive, OneDrive. Voilà, Okay. On y avait copié pendant un bout. Après ça, c'était méga, Okay. et ainsi de suite. Mais ces modèles-là, ça ne fonctionnait pas du tout. Puis on cherchait, nous autres, le groupe d'enseignement médical étudiant à l'époque, à faire une application mobile avec ces résumés-là. Donc c'était vraiment dans une optique très étudiante. Puis là, à ce moment-là, c'est là qu'Antoine a dit « Hey, ça vous tente pas de faire un wiki? »
Mais qu'est-ce qui fait que toi, Antoine, tu es allé voir Michael spécifiquement? Parce qu'il est identifié comme étant un porteur de ballon de... Non, en fait, ce qui est arrivé, c'est que les wikis, je connais très, très bien ça. Je les ai utilisés au niveau professionnel, là, notamment dans mon travail dans l'armée, mais je suis un grand contributeur de longue date à Wikipédia, en fait. J'ai écrit beaucoup d'articles sur Wikipédia. OK. Et puis, je fouillais justement là, dans le répertoire là, du GEM, puis je suis tombé sur un document justement où étaient étayés les différents besoins de cette application-là de partage de résumés étudiants. J'ai vu ça, j'ai fait... Mais ce que vous voulez, c'est un wiki. T'sais. Allez pas dépenser des dizaines de milliers de dollars pour vous construire un app, genre, donnez-moi 1 heure et puis je vais vous déployer un wiki. Puis ça va être ça. C'est quoi un wiki? Un wiki, dans le fond, c'est... je sais plus qu'est-ce que c'est. Wiki, c'est un nom hawaïen qui veut dire rapide, c'est ça. Okay. Rapide. Okay. Un wiki, c'est une plateforme collaborative, en fait, où les utilisateurs du wiki, les visiteurs, on peut les appeler comme ça, sont aussi les éditeurs. Okay. Donc, n'importe qui a la capacité de modifier l'information sur un wiki. Je vous rassure, c'est pas le cas sur Wikimédica, on va s'en parler un peu plus tard. Là. Mais mettons Wikipédia, c'est construit parce que monsieur, madame, tout le monde a simplement à cliquer sur le bouton « Modifier la page » et peut ajouter l'information, l'améliorer, corriger. C'est ça un wiki. Un cas très spécifique, j'écoutais les Olympiques en 2018, puis devant, j'ai vu une médaille d'or se gagner devant moi. Puis là, j'ai été sur l'article Wikipédia de cet athlète-là, puis j'ai rajouté la médaille d'or. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est en temps réel, souvent. C'est en temps réel. Les choses changent assez rapidement. Puis la communauté est extrêmement réactive là, sur Wikipédia, c'est-à-dire que si les gens mettent des faussetés, là, ça prend pas de temps que les choses sont enlevées. Parce que je me rappelle au début de Wikipédia, une des craintes qu'on avait, c'est que ce soit plein d'erreurs, de faussetés. Puis ce n'est pas le cas. Là. C'est une source de renseignement quand même assez fiable. Puis en même temps, parfois, c'est presque mal vu de dire qu'on a plus d'informations sur Wikipédia. Mais je peux tout le monde y va. Effectivement. Personne ne le dit. C'est comme un plaisir coupable. C'est un tabou universitaire là, notable, entre autres. Tout à fait. Ouais. Mais c'est vrai que Wikipédia, en 2001, quand ça a commencé, c'était très, très sommaire. Mais avec le temps, les articles se sont bonifiés énormément. Puis je me suis intéressé à ça, entre autres, là, dans le cadre de mon projet d'érudition en médecine familiale. Je m'étais intéressé justement à la quantité d'erreurs qu'il y avait sur Wikipédia par rapport à des encyclopédies, des textbooks classiques. Puis les études, en ce sens, il y en a plusieurs. Puis les erreurs sur Wikipédia sont des erreurs d'omission. Donc, ce n'est pas des erreurs factuelles, c'est souvent des erreurs d'omission, c'est-à-dire qu'il manque une information. Donc, l'information que vous voyez sur Wikipédia, c'est de l'information qui est fiable, mais c'est vrai que les articles sont incomplets. Mais toi, tu regardais ça avec ton œil médical. Donc, monsieur, madame, tout le monde, l'information médicale qu'ils vont trouver sur Wikipédia, ça peut quand même convenir à une bonne proportion de nos patients, je dirais. Oui, tout à fait. Des fois, c'est une petite affaire trop technique où ça va un peu trop loin, surtout en ce qui a trait à la physiopathologie, là, avec des récepteurs, etc. Mais il y a de nos patients aussi qui sont des universitaires et pour qui ça intéresse réellement. Donc, je conseillerais vivement d'utiliser Wikipédia sans problème. Puis, en fait, Wikipédia, c'est comme une espèce de revue scientifique révisée par les pairs, mais par des millions de pairs, des milliards d'êtres humains qui travaillent. Sur des milliards de sujets, Oui, exactement. Donc, c'est vraiment un gros travail éditorial qui est derrière tout ça. Sur Wikipédia, sur Wikimédica, ben là, c'est sûr qu'on est beaucoup moins de gens à travailler sur Wikimédica, mais sur Wikipédia, vraiment, c'est impressionnant. Là, si vous voulez voir un article sur Wikipédia, vous allez dans la page de discussion de l'article ou sur l'historique, puis vous allez être vraiment épaté par le nombre de modifications qu'il y a eu pour un article donné. Puis par le sérieux aussi de la démarche éditoriale, par les sondages des fois qu'il y a sur les pages de discussion par rapport à des choix éditoriaux de mettre une section ou d'enlever une section. C'est franchement impressionnant, honnêtement.
C'est pas tous les articles qui sont peaufinés à ce point-là, mais quand on s'en va sur des sujets quand même assez contentieux, là, par exemple, le dernier président des États-Unis, l'avortement, des choses comme ça, là, on se rend compte que dans le fond, le texte qui est sur l'article, c'est juste la pointe de l'iceberg. Là. OK. Derrière ça, là, il y a des centaines et des centaines de personnes qui ont discuté pour voir si telle phrase devait être incluse ou pas, quelle référence, et ainsi de suite. Là. Fait que c'est quand même très, 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 très intéressant. Le Wikipédia qu'on voit là, quand on cherche la hauteur de la Tour Eiffel, par exemple, là, si on fait juste égratigner la surface. Là. C'est une énorme communauté forte de millions de personnes qui travaillent à chaque soir pour construire ce beau projet-là. Si je reviens, puis-je? Tout à fait. Si je reviens sur... C'est la beauté du podcast. Ouais. je sentais qu'on allait se lancer dans autre chose, mais ce qui est intéressant avec Wikipédia, entre autres, là, il y a eu une expérience avec l'université UCSF, donc l'Université de Californie à San Francisco, qui, dans les années 2013-2015, quelque chose comme ça, ont fait... en fait, dans cette université-là, il y a une école de médecine. Puis dans l'école de médecine, il y avait un cours optionnel qui était présenté aux étudiants pour faire des pages sur Wikipédia par rapport à des maladies. OK. Sur Wikipédia directement. Donc, ils ont fait... donc, les étudiants se sont exécutés. Il y avait un cours à crédit avec vraiment une démarche scientifique derrière tout ça. Puis, ils ont fait le suivi longitudinal de ces pages-là. Puis, ils se sont rendus compte que les informations qui étaient de bonne qualité sur Wikipédia étaient en général conservées. Donc, il n'y a pas de grabuge qui se fait sur une page de bonne qualité. Essentiellement, c'est ça. Donc, on peut se fier, là, les auditeurs peuvent aller voir sur Wikipédia et lire un article. C'est sûr que les articles sur Wikipédia en santé ne sont pas techniques. C'est-à-dire que c'est un choix éditorial de la part de Wikipédia de ne pas rentrer dans les détails par rapport par exemple, aux doses de médicaments. Donc, c'est pas possible de voir ça sur Wikipédia. Par contre, l'information que vous trouvez là est une information qui a du bon sens, là, que vous pouvez, qui est bien vulgarisée puis qui est destinée surtout au grand public. Antoine, lorsque tu as rencontré Michael il y a quelques années, l'idée que tu avais du projet, est-ce que ça correspond à ce que vous avez actuellement en main ou c'est un travail qui progresse, que j'appellerais un work in progress? Ou C'est un work in progress. Un wiki, par définition, c'est jamais fini. OK. Wikipédia a été modifié 1 milliard de fois, puis c'est pas fini, puis ça évolue avec le temps. Hein. Wikimedica va grandir avec la médecine. Par contre, la chose que c'est en ce moment, je dirais que oui, c'est pas mal conforme à la vision que j'avais. Tout à fait. Ouais. Moi, je pensais à ça, justement. OK. En fait, quand on a parti ça, on a commencé par un prétexte, c'est-à-dire les résumés d'étudiants, mais là, on s'en éloigne vraiment rapidement depuis quelques années parce que ce n'est pas que des résumés étudiants, évidemment. Là. Les résumés étudiants, pour l'instant, c'est un peu un projet qui est mis sur la glace, mais ce sur quoi on se concentre actuellement, c'est vraiment faire des pages de maladies, de médicaments, d'approches cliniques, de signes, de symptômes qui sont destinés directement pour les professionnels de la santé. Donc, pour l'instant, on est beaucoup de médecins à travailler sur Wikimedica, mais notre désir, ça serait d'inclure le plus possible les professionnels de la santé, que ce soit les physiothérapeutes, les ergos, les kines. On a beaucoup de kinésiologues avec nous qui travaillent, par exemple, écrire des pages sur ostéoporose et activité physique, diabète et activité physique, par exemple. C'est leur champ d'expertise, puis dans un souci de collaboration interprofessionnelle, ils peuvent totalement amener leur pierre à l'édifice, là, totalement. Puis sinon, il n'y a pas de bonne raison pour laquelle un médecin de famille, un physiatre, un orthopédiste, un physiothérapeute ne collaboreraient pas à l'hernie discale ensemble. Dans le sens que c'est une maladie qui est commune à tous ces champs d'expertise-là. Donc, nécessairement, c'est rempli de bon sens que tous ces professionnels-là s'entendent entre eux sur le contenu. Si on visite Wikimedica aujourd'hui, en février 2023, on va avoir quoi devant nous là, en termes de plateforme informatique, en termes de volume, d'éventail, d'offres? Quelque chose qui ressemble, une interface qui ressemble à Wikipédia,
OK. C'est pas un hasard parce qu'on utilise le même logiciel, donc il y a un gros transfert de technologie. Qui s'appelle comment, peut-être, pour ceux qui aiment l'informatique chez pour nos les férus auditeurs? d'informatique, Oui. ouais, ce logiciel-là s'appelle MediaWiki. MediaWiki, en fait. OK. Oui. On a choisi MediaWiki parce que Wikipédia, c'est le 5e site le plus visité sur la Terre. Ça varie. Donc, je veux dire, en termes de fiabilité, on peut se dire que leur plateforme est pas mal éprouvée. Ouais, non, exactement. On ne voulait pas réinventer la roue. Donc, on va se retrouver devant une interface qui est similaire à Wikipédia. On a une barre de recherche. On va pouvoir prendre 2 chemins. On peut cliquer sur professionnel et puis voir toutes les spécialités qui sont couvertes sur Wikimedica. Sinon, on peut aller du côté étudiant. Comme Michael l'évoquait, on est en train de tranquillement, pas vite, repenser un peu cette section-là du wiki. Sinon, on va trouver plusieurs centaines de pages de maladies, d'approches cliniques, de signes et symptômes. Tout ce qu'on trouverait, en fait, dans... Tout ce qu'un clinicien aurait de besoin dans sa poche pour soigner ses patients, pour répondre à des questions cliniques. J'ai 1 minute. Comme un peu les gens utilisent Wikipédia, en fait. Là, souvent, Wikipédia, on va là, on est dans un souper entre amis, puis « Ah, c'est quoi la hauteur du mont Everest? » Puis blablabla. Puis là, finalement, quelqu'un sort son téléphone et puis va nous donner la réponse parce qu'il est allé la chercher sur Wikipédia. Wikimedica, ça se veut être un peu la même chose. C'est quoi le dosage de tel médicament? Mon patient, il y a telle chose, à quoi il faut que je pense, et ainsi de suite. Donc, c'est fait pour être dans la poche d'absolument tous les cliniciens. Pour la population, les gens qui sont peut-être pas familiers avec le milieu médical qui nous écouteraient, non, les médecins ne connaissent pas toute leur médecine sur leur bout de leurs doigts maintenant en 2023. C'est rendu impossible. Les traitements se sont élargis drastiquement dans les dernières années. Puis maintenant, souvent, on a recours à des bases de connaissances qui sont le plus souvent en anglais, qui sont payantes, pour avoir des références pour le traitement optimal qu'on utilise sur les patients. Donc, l'optique de Wikimedica, c'est de remplacer, du moins concurrencer, sans remplacer, concurrencer ces bases de connaissances-là qui sont utilisées par les professionnels de la santé. Mais l'aspect primordial, c'est que nous, on veut rendre ce contenu-là gratuit. Donc, c'est vos taxes et vos impôts qui paient pour notre formation médicale. Puis, on veut faire en sorte que notre savoir, finalement, puisse être transmis de la même façon. Donc, que ça soit gratuit et accessible pour la population en général aussi de consulter le site. Donc, c'est pas seulement les médecins qui sont invités ou les professionnels de la santé plus globalement qui sont invités à consulter Wikimedica, mais c'est sûr que les patients, éventuellement, vont tomber sur nos articles en cherchant sur Google parce que notre référencement est assez bon, ma foi, depuis, surtout dans les dernières années, dans les derniers mois. Ouais. On a passé de 500-600 000 visites là, en 2021. Là, on est rendu à 1 200 000 visites de mémoire. Pour 1 100 000. Ouais. Okay. Quelque chose comme ça. Annuellement. Pour 2022, oui. Antoine, tu parlais tout à l'heure, tu as fait allusion au fait que, contrairement à Wikipédia, ce n'est pas tout le monde qui peut modifier une page sur Wikimedica. Donc, pour avoir parlé à Michael, je comprends que les médecins ont un accès via notamment une inscription au Collège des médecins. Là, tu pourras peut-être nous l'expliquer un peu, mais est-ce que je comprends que les autres professions aussi ont des accès? Là, on parlait tout à l'heure d'autres corps professionnels. Tous les professionnels de la santé qui veulent contribuer à Wikimedia sont les bienvenus. Malheureusement, il faut qu'on autorise les comptes à la pièce parce qu'on n'a pas encore réussi à faire des liens informatisés avec leurs ordres professionnels. Okay. Avec le Collège des médecins, ça se fait automatiquement, mais avec les autres ordres professionnels, il faut qu'on autorise à la pièce. Okay, donc, ça, c'est une limitation technique. Donc, c'est pas un physiothérapeute qui écoute aujourd'hui, qui dit « Moi, ça m'intéresse par la page Wikimedica, entre en contact avec vous. » Exact. Vous allez demander une preuve, finalement, de son statut de physiothérapeute. Oui, exact. Il va devenir collaborateur. Exact. OK. C'est pas le manque de volonté de notre part pour faire un lien avec son ordre, c'est juste que... C'est le temps qui manque, là. On a tellement de choses sur le feu. Si on a un physiothérapeute qui nous écoute puis qui veut se lancer dans l'aventure et mener cette bataille-là, il est le bienvenu, là, évidemment. Il y a énormément de compétitions en éducation médicale continue. Moi, quand j'ai commencé à pratiquer en 97, c'était pas mal provincial, c'est devenu national. Maintenant, c'est international. Donc, comment vous arrivez dans un marché où il y a beaucoup, beaucoup de joueurs? Comment
comment on essaie de se démarquer ou... Ben, l'éducation médicale continue, un peu, les crédits de formation continue, tout ça, c'est comme un objectif secondaire de Wikimedica. À la base, on veut être une ressource, une base de connaissances cliniques. OK. C'est juste que, étant un wiki, étant une plateforme collaborative où, comme je le disais un peu plus tôt, les utilisateurs sont aussi les éditeurs, ben, un médecin, un physiothérapeute, une infirmière qui contribue à Wikimedica, dans sa contribution, c'est en quelque sorte une activité de développement. Tout à fait. Ouais. J'ai changé le dosage d'un médicament parce que je suis allé faire des recherches, j'ai consulté les derniers documents de ligne de pratique, je me suis informé et puis j'ai fait la modification sur le wiki. Ça, c'est de la formation continue. Tout à fait. C'est ça. Donc, nous, vraiment, on vient s'insérer dans l'offre de formation continue qui existe ici, ailleurs au Canada, puis dans le monde. C'est juste que notre modèle est un peu différent parce que plutôt que simplement absorber de la connaissance, où là, on écoute, par exemple, on écoute un podcast, on va à une présentation, ben, sur Wikimedica, notre formation, on la retransmet aux autres en améliorant la plateforme. OK. C'est aussi quelque chose qui est actif plutôt que passif. J'ai l'impression, puis peut-être que des collègues qui nous écoutent sur le podcast ont peut-être la même impression que moi, que la demi-vie de l'information après un congrès là, descend très rapidement. Donc, on se rappelle... Pas après, pendant le congrès. Mais si on n'utilise pas l'information comme la semaine qui suit ou d'ici quelques semaines, c'est sûr et certain qu'on s'en rappellera pas que tel présentateur a dit telle information à tel moment. On l'oublie. Donc, il faut s'en servir rapidement, tandis que l'avantage d'un wiki, c'est que l'information est persistante. Donc, c'est un peu l'avantage, je dirais, de travailler sur Wikimedica plutôt que de travailler, que d'aller à un congrès, parce que l'information, elle reste, puis elle peut être utile aussi à nos collègues. Donc, il y a aussi cette notion-là de partage et de durabilité de l'information. C'est d'arrêter de réinventer la roue sans cesse. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, ça en particulier. Si on a comme exemple les protocoles hospitaliers au Québec et un peu partout sur la planète, il y a des protocoles hospitaliers qui se font dans à peu près tous les hôpitaux ou dans toutes les CIUS du moins. Il y en a un probablement dans tous les hôpitaux sur l'acidocétose diabétique. Or, c'est des personnes différentes qui font ce protocole-là. Puis ça demande des ressources. Une perte de temps. C'est une perte de temps absolument incroyable. Donc, sur Wikimedica, pour l'instant, on n'a pas de protocole, mais en fait, des articles pourraient servir à réaliser des protocoles en intra-hospitalier. Si l'article qu'on produit est suffisamment complet, bien, ça pourrait être utilisé, par exemple, par un plus petit hôpital ou des centres qui ont moins ces ressources-là pour faire un protocole relativement rapidement. Donc, c'est un objectif secondaire aussi. Comment ça fonctionne, les sous et l'argent dans Wikimedica? Vous êtes des bénévoles ultra motivés. Le modèle à long terme, c'est d'avoir uniquement des gens comme vous, j'imagine. C'est exceptionnel, là. Il y en a... non, c'est ça. Ben, il y en a, je veux dire, on est en train de se créer une... Michael, puis moi, si je peux ainsi dire, on est au top de la pyramide, ou de l'iceberg, mais ça sort de l'eau, puis de plus en plus, on a des contributeurs très, 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 très motivés. Là, nous, c'est un peu malsain. Là. Ma blonde dit que Wikimedica, c'est ma deuxième job. Mais, c'est vrai. Je pense que je travaille autant comme médecin d'urgence, puis j'ai un temps plein d'urgence, l'équivalent. Je travaille autant sur Wikimedica qu'à l'urgence. Pour l'instant, c'est que du temps bénévole. En dollars sonnants, depuis que ça existe, on parle d'à peu près 3 000 $, puis ça, c'est des frais de serveur, de nom de domaine, donc c'est rien du tout. Si on se met à chiffrer le temps bénévole, ben là, on dépasse le million. À peu près, là. Ouais, on dépasse le million. Pour pérenniser le projet, justement, en 2023, je veux dire, l'argent gouverne encore le monde, malheureusement, et puis... Oui, tu sais, on va avoir besoin de dons, on va avoir besoin de subventions. Pour pouvoir engager du personnel, au final, des programmeurs, des gestionnaires de projets, peut-être éventuellement, comme nous, comme éditeurs en chef, être en mesure
d'être payé pour ce travail-là bénévole aussi, là, parce qu'on investit vraiment quand même pas mal d'heures là-dessus. Tout à fait. Donc, c'est un objectif à long terme qu'on a, puis on travaille en ce sens-là. Là. On est vraiment à la recherche active de subventions actuellement. Combien est-ce que... On prend l'exemple des médecins parce que c'est un exemple qui nous est familier, là, mais des abonnements à des plateformes qui... probablement, moi, j'en ai pour 1 000 $ par année facilement. Là. Oh. Ouais. Pourriez-vous imaginer... 10 $ pour Wikimedica. Est-ce que c'est dans votre modèle d'affaires, peut-être éventuellement, d'être, entre guillemets, acheté? On peut pas. Vous ne pouvez pas. Ça ne nous appartient pas. OK, parfait. Le contenu ne nous appartient pas non plus, donc on ne peut pas vendre un contenu qui appartient à nos contributeurs. OK. Pourriez-vous mettre de la publicité? Non. C'est dans nos statuts, on a décidé que non. Fait qu'on le fera pas. Garder une totale indépendance. Carrément. La publicité, surtout dans le domaine médical, c'est pas exempt de conflits d'intérêts potentiels. Et puis, à l'image de Wikipédia, en fait, il n'y a pas de publicité sur Wikipédia, puis Wikipédia n'a jamais voulu de publicité. Il n'y en aura pas sur Wikimedica. Si on va sur Wikimedica sans avoir les connaissances médicales, est-ce qu'on risque de s'inquiéter ou de s'informer? Est-ce qu'on doit peut-être aller sur Wikimedica avant la rencontre avec le médecin pour être en mesure de débriefer, entre guillemets, les informations qu'on y trouve? C'est extrêmement détaillé, fait que je le conseillerais pas nécessairement parce que c'est de l'information qui est technique, donc qui est destinée avant tout aux professionnels de la santé. Mais d'avoir accès à ce contenu-là, ben, ça peut servir un peu d'audit aux professionnels de la santé si on veut. C'est-à-dire que si on suggère un traitement, ben, ça peut avoir du bon sens pour un patient de questionner pourquoi le médecin a choisi un traitement par rapport à l'autre, là, en toute connaissance de cause. Là, mais je déconseillerais là, de s'auto-traiter absolument avec Wikimedica. On n'est pas là, on ne va pas là. C'est extrêmement dangereux. Wikimedica transfère de la connaissance, mais Wikimedica ne transfère pas de l'expérience. Ça, l'expérience, c'est par la force d'études, de stages et puis de travail qu'on l'acquiert. Pourriez-vous imaginer, là c'est l'ère de l'intelligence artificielle, de ChatGPT pour ceux qui connaissent, pourriez-vous imaginer intégrer ça à Wikimedica où le clinicien questionnerait Wikimedica et dirait « J'ai un homme de 60 ans qui a des douleurs à la poitrine, qui est fumeur, qui a un cholestérol à temps, et selon toi, Wikimedica, quels sont les 3 diagnostics les plus probables? Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable à moyen terme? En 2016, quand j'ai appuyé sur le bouton « Install » de Wikimedica, j'avais cette idée-là en tête. Okay. On les voyait déjà venir, les intelligences artificielles. Et puis, je voyais déjà un monde en santé où... Parce qu'à l'urgence, ce serait extraordinaire. Là, oui, à l'urgence, oui, puis dans bien des domaines, là, dans bien des professions de la santé. Mais je voyais déjà un monde où, je veux dire, le clinicien de demain, moi, pendant ma carrière, peut-être dans une dizaine d'années, je vais avoir une petite boîte comme un peu Alexa, Google Home à côté de moi, puis je vais lui poser des questions. Puis cette information-là, je voulais pas que ce soit une boîte noire, que ça appartienne à des intérêts privés, puis l'information, je ne sache pas d'où est-ce qu'elle vient. Je voulais qu'il y ait une totale transparence, et puis je me suis dit, Wikimedica devrait être la base de connaissances dans laquelle ces intelligences-là vont aller puiser de l'information pour l'offrir aux cliniciens. Parce que c'est prévisible aussi que dans 5-10 ans, il va y avoir une intelligence artificielle médicale qui va sortir. Puis là, il va y avoir une étude qui va se pencher, ou plusieurs études qui vont se pencher là-dessus, qui vont comparer la performance des médecins avec et sans intelligence artificielle. Puis, naturellement, c'est sûr et certain que le médecin plus intelligence artificielle va mieux performer que le médecin seul. Puis là, on va devenir des mauvais docteurs si on n'utilise pas d'intelligence artificielle. Fait que ça va finir par nous être imposé à un certain moment donné. Puis l'important pour nous, c'est de prévoir le coût, puis justement s'assurer qu'il n'y a pas d'intérêt privé masqué derrière les intelligences artificielles en santé. Donc, ce qui est innovant avec Wikimedica, c'est que oui, on a du texte, mais aussi on a des données sémantiques directement à travers l'article. Donc, les intelligences artificielles peuvent déjà consulter Wikimedica et s'en abreuver pour parfaire des connaissances. Par exemple, dans les articles, il y a des petites balises qu'on insère
que les éditeurs insèrent sans même s'en rendre compte, sans même comprendre la mécanique derrière, mais c'est relativement simple. Ils peuvent définir qu'un symptôme de la pneumonie, c'est la toux. OK. Qu'un symptôme de la pneumonie, c'est de la fièvre. Puis en faisant ça, bien, on accumule ces données-là. Puis évidemment, il y a les symptômes, il y a les signes, il y a les examens paracliniques. Spécificité, tout ça. Okay. Exactement, des valeurs statistiques qui sont liées à tous ces examens-là, puis à toutes ces valeurs cliniques-là. Puis on accumule ça tranquillement, pas vite. Puis au fur et à mesure que le temps va avancer, bien, on va avoir une belle base de données qui va être intéressante pour les chercheurs aussi. Donc, s'il y a des chercheurs à l'écoute, vous êtes intéressés à venir fouiller nos données sémantiques, là, vous êtes évidemment les bienvenus. Donc, c'est ça qu'on accumule tranquillement, pas vite, mais c'est vraiment là que Wikimedica se démarque. C'est que notre texte, c'est pas seulement du texte, il y a aussi des données sémantiques qui vont pouvoir être utiles au système de santé public de demain, finalement, pour pouvoir faire des intelligences artificielles publiques dans lesquelles il n'y a pas de conflit d'intérêt couvert à l'intérieur de l'intelligence artificielle. On parlait tout à l'heure de l'exactitude des renseignements qui sont sur Wikimedica, mais sur une page donnée, comment garantir l'exactitude et l'absence de biais? Je prends par exemple l'interruption volontaire de grossesse, où il y a des enjeux légaux, éthiques. Si j'ai docteur un tel qui est responsable de la page sur l'interruption volontaire de grossesse, comment s'assurer que ce médecin-là, ou sur l'aide médicale à mourir, que ce médecin-là qui a décidé de lui s'investir dans cette page-là n'est pas mu par des intérêts autres que scientifiques? Je ne sais pas si ma question est claire. Oui, elle est absolument claire, puis elle a comme plusieurs volets de réponse. La première auquel je pense, c'est qu'à l'inscription, d'abord, pour s'inscrire sur Wikimedica, il y a un certain contrôle de l'identité. Fait que ça, c'est la première des choses, c'est la première barrière. Mais ça n'empêche pas un médecin militant de pouvoir faire une page, ça c'est vrai. C'est ça. Quand on crée un compte sur Wikimedica, il faut déclarer nos conflits d'intérêts. Donc, puis ces conflits d'intérêts-là sont visibles pour absolument tous les visiteurs. Donc, chaque éditeur a sa page d'utilisateur sur laquelle les conflits d'intérêts pour cette personne-là sont divulgués. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est sûr qu'on a des lecteurs aussi qui sont attentifs. Là. On a 120 000 lecteurs par mois. Donc, ça commence à faire quand même pas mal de monde qui font de la surveillance passive, c'est-à-dire qu'ils lisent un article puis peuvent nous déclarer certaines choses. À ce moment-là, ben, ça pourrait venir à notre attention, effectivement, qu'il y a un problème avec une page. Mais non seulement ça, mais aussi on a un suivi assez serré là, des pages qui se créent sur le wiki. Okay. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de page qui se crée sur le wiki sans qu'on le voie, moi ou Antoine. Réellement, là, on a des yeux tout le tour de la tête. Okay. Puis notre démarche éditoriale fait en sorte que avant la publication d'un article, d'abord les gens ils travaillent dans un espace qui est un peu leur carré de sable, leur page brouillon. Puis les gens ils travaillent là-dessus pour mettre l'article à un certain niveau. Puis avant la publication, bien, on s'assure que le contenu respecte notre ligne éditoriale puis nos conventions d'écriture avant la publication. Donc un peu comme un journal scientifique finalement. Souvent, l'article est écrit par un externe ou un étudiant en médecine qui ensuite est révisé par un médecin, qui ensuite est révisé par nous. Puis des fois, il y a plusieurs médecins impliqués aussi dans la rédaction de l'article. Donc, il y a quand même un filtre d'information, un filtre avant la publication là, qui est quand même rigoureux. C'est sûr que plus on va avoir de gens qui se joignent à nous, plus la surveillance puis la qualité des pages va pouvoir augmenter. C'est sûr qu'on a ce défi-là de recrutement constant. Donc, tous les professionnels de la santé qui nous écoutent sont bien évidemment invités à se joindre à nous. Puis il y a aussi tout un système informatique d'ailleurs qui nous permet de faire un suivi. On est capable de savoir qui a modifié quelle virgule à quel moment. Et puis le processus éditorial est en très très bonne partie transparent. Associé à chaque page sur Wikimedica, à chaque page de contenu, il y a une page de discussion. Donc là, on est capable de voir la discussion entre moi, les éditeurs sur l'article, tu devrais intégrer telle source, je suis pas d'accord avec ce que tu as marqué.
Donc, il y a une transparence de ce côté-là qui permet un peu d'aller chercher plus de fiabilité au niveau de l'information. Cette transparence-là, malheureusement, c'est un peu perdu dans les articles standards, c'est-à-dire que les lecteurs n'ont pas accès au processus éditorial. Tandis que sur Wikimedica, les pages de discussion sont une belle vitrine sur le processus en tant que tel qui a mené à la publication. Donc, un article dans lequel il y a eu 100 commentaires dans la discussion avant la publication, ça assure quand même aux gens qui nous lisent qu'on a été quand même sérieux dans notre approche. Puis, un élément central par rapport à la protection du contenu qui est là, c'est que les médecins et tous les professionnels de la santé ont un code de déontologie. Puis ça assure une qualité parce que dans les codes de déontologie, puis particulièrement celui des médecins, dans notre cas, c'est les articles 88 puis 89 de notre code, ça mentionne que les médecins doivent, dans l'espace public, diffuser une information qui est valide scientifiquement. Donc, admettons un cas où un médecin tout à coup dirait que les vaccins causent l'autisme, là, comme ça a déjà été le cas dans le New England Journal of Medicine il y a un certain nombre d'années. Donc, même les grands journaux ne sont pas exempts de ce genre de problématique-là. Nous autres, on va avoir toutes les preuves en notre possession pour pouvoir déposer une plainte au collège à ce moment-là qu'un professionnel n'a pas été correct là, sur... en théorie, ça devrait être arrêté avant. Oui. En théorie. Que ce soit publié. Avez-vous été confronté à des rédacteurs, des contributeurs qui voulaient utiliser la page pour faire de l'autopromotion? Parce qu'on voit ça un peu sur Wikipédia. Parfois, on lit des pages, parfois, on dit la page est trop volumineuse pour la personne. Oui. Mais non, on n'a pas vu ça jusqu'à présent. Alors, ça conclut le bloc principal de l'entrevue. Donc, il y a toujours une petite question, une petite section baguette magique. Donc, on atterrit ça peut-être avec un sourire. Michael, si tu pouvais changer une chose dans le système de santé en février 2023? L'informatisation. Mon Dieu Seigneur. C'est quoi, je le voyais venir. Ah oui, mais c'est incompréhensible que quand je vais dans des hôpitaux régionaux, que je sois encore avec des dossiers papier avec des multiples volumes, puis que ça nuise à la prise en charge des patients parce que je ne suis pas capable de trouver, par exemple, la dernière échographie cardiaque date de quand. En temps opportun. En temps opportun, puis ça prend du temps, tout ça. Donc, en tout cas, moi, je trouve que c'est pas normal qu'en 2023, on soit encore là. Donc, voilà, ça serait mon souhait de baguette magique. Antoine? C'est drôle, c'est pas l'ingénieur informatique qui va vouloir plus d'informatisation. En tout cas, Michael m'a mis les mots dans la bouche, là, mais moi, je vais dire plus de fierté, en fait. Je pense qu'on peut être fier de notre système de santé. Et puis, les nouvelles étant ce qu'elles sont, on entend surtout parler des problèmes d'accès à la première ligne. Et puis, je vais pas nier que ces problèmes-là sont présents, mais il faut regarder aussi tout ce qu'on a créé comme société, toute la belle structure qu'on s'est donnée, qui est tout à fait gratuite. Et puis, chaque citoyen non sans difficulté, mais chaque citoyen peut avoir accès à des soins de santé de qualité, au plus haut standard, et puis il ne va jamais recevoir aucune facture dans son courrier. J'ai travaillé à l'étranger, j'ai fait des stages à l'étranger, et puis dans des systèmes de santé de pays en voie de développement, mais aussi chez nos voisins du Sud. Et puis, il n'y a pas une journée où je me suis pas dit « Maudit que notre système de santé au Québec, il fonctionne bien, puis il est bien fait. » Une injection intraveineuse de fierté. Oui. Collective. C'est bon. Michael, si tu pouvais rencontrer une personne dans le monde, vivante ou décédée, pour prendre un verre ou rédiger une page de Wikimedica. Ça serait pas en médecine, ça serait plutôt du côté de la musique. OK. Ça serait Bach. OK. Ouais, parce que Bach, c'est un génie créatif. C'est un gars qui est à l'intersection de la créativité, mais aussi
c'est de la musique extrêmement savante. Donc, c'est comme entre les deux, puis j'aimerais ça, ça serait pas rien que pour un café, là, il faudrait qu'il me fasse un masterclass sur le sens du monde, sur la composition, puis vraiment comprendre l'écriture musicale, parce qu'il transgressait les règles, puis à la fois, c'était de la musique très savante, il n'y avait rien qui était mis au hasard dans sa musique. Je pense que c'est la deuxième fois qu'on choisit Jean-Sébastien Bach. Ah non. De mémoire, Dr. Alain Naud, qui est ici oui, en médecine générale au GML de Saint-François d'Assise, avait choisi Jean-Sébastien Bach. J'aurais demandé aussi peut-être là, Peut-être d'écrire que les ses grands suites. esprits se rencontrent. Oui, clairement. Antoine? J'ai longuement réfléchi à la question en m'en venant ici, et puis je vais y aller pour quelque chose de simple. Mon grand-père maternel. Pourquoi? Un homme que j'ai pas connu. Ok. Un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale qui était dans la marine canadienne, qui était sur les bateaux durant la bataille de l'Atlantique. Ok. Et puis... j'ai des histoires de lui de par mes oncles, mes tantes, mais il est décédé avant que moi je naisse. J'ai jamais pu faire sa connaissance, donc j'aurais beaucoup Aurais-tu aimé. quelque chose à lui demander ou ce serait... Ah, on aurait discuté d'armée. Quel était son nom? Jean-Marie Linteau. Avez-vous une fondation? Supportez-vous une cause outre Wikimedica, Michael? Pas particulièrement, non. Okay. Je pense que Wikimedica, c'est la chose Le dans moteur. laquelle... oui, tout à fait. Ouais. Fait que c'est à la fois pour diffuser l'information ici au Québec, au Canada, mais aussi à travers le monde. Donc, en travaillant sur des pages ici au Québec, bien, on peut... l'Internet est évidemment accessible partout sur la planète. Donc, en nous supportant, bien, l'information médicale se diffuse à travers le monde, entre autres dans la francophonie, mais avec des traducteurs automatiques éventuellement, bien, peut-être ça sera disponible en plusieurs langues. En d'autres langues. Antoine? Ouais, je dirais un peu comme Michael, on se donne déjà beaucoup à Wikimedica, puis un grand volet international, parce qu'effectivement, je veux dire, le tiers de notre lectorat vient des pays en voie de développement de la francophonie. Mais sinon, étant un grand fan de Wiki, la fondation Wikimedia, qui est la fondation qui chapeaute tous les Wikipédia, qui m'a donné l'idée de Wikimedica, nous a donné l'idée de Wikimedica, mais qui aussi fait un travail exemplaire en termes de diffusion de la connaissance. Ils ont des projets à gauche, à droite, en Afrique, en Amérique du Sud, pour justement aider les écoles, aider les endroits où on n'a pas beaucoup accès à l'information, donner les moyens à ces gens-là de s'éduquer comme nous, on peut le faire ici. Est-ce que je me trompe ou ce projet-là, même si vous travaillez dessus peut-être 50% du temps, occupe votre esprit 100% du temps? Michael? J'aurais tendance à dire que quand même, c'est toujours un programme qui... C'est jamais très loin. Qui est toujours en bruit de fond dans ma tête, là, clairement. Antoine aussi? Ah, tout le temps. Beaucoup pendant mon travail. Je me promène à gauche, à droite, je suis comme « Ah, ça devait être sur Wikimedica. Ah, il faudrait ça sur Wikimedica. » La liste de choses à mettre sur Wikimedica s'allonge de jour en jour. Ça me quitte jamais. Une dernière pensée ou tout a été dit au sujet de ce projet extraordinaire? Le libre accès. On n'a pas touché au libre accès. On a Ok. dit que Wikimedica était gratuit, mais en plus d'être gratuit, c'est aussi libre accès. Qu'est-ce que c'est le libre accès? C'est que toute l'information sur Wikimedica, n'importe qui peut la réutiliser à n'importe quelle fin, que ce soit commercial, que ce soit à but sans lucratif, peut la modifier tant et aussi longtemps qu'il la repartage sous les mêmes conditions. On appelle ça une licence CC by SA en termes techniques. C'est la même licence que Wikipédia. Donc, n'importe qui va sur Wikimedica peut ramasser les pages, les imprimer, en faire un textbook pour des étudiants en médecine de je sais pas où, peut les partager à ses collègues à l'hôpital pour peut-être les pages patients qu'éventuellement on va avoir sur le wiki, va pouvoir les distribuer à ses patients et puis ça sans entraver le droit d'auteur. Donc, mon garçon, moi qui est en secondaire 3, peut aller chercher de l'information sur Wikimedica. Oui. Il devrait simplement mettre sur sa présentation tirée de Wikimedica. C'est Voilà. suffisant? Oui, C'est amplement ça. Oui, Puis oui, en fait, sa présentation devrait aussi être publiée en CC by SA.
cette partie. Donc, c'est la seule petite demande supplémentaire qu'on fait. C'est une obligation à garder le contenu ouvert. OK, je comprends. Mais le libre accès vient ici, en quelque sorte, agir comme catalyseur parce que, par exemple, je sais pas, ton garçon décide de faire un projet parascolaire et veut reprendre l'information sur Wikimédica pour faire des documents de sensibilisation sur la toxicomanie, par exemple, à l'école, et puis formater ça en un beau livret. Mais grâce au fait qu'il n'aurait pas tout à fait le droit de faire ça avec de l'information tirée d'un textbook, ça serait enfreindre le droit d'auteur, mais sur Wikimédica, il peut sans problème le faire. Tout ce qu'il y a à faire, c'est republier l'information sous la même licence libre accès. Et puis, quelqu'un d'autre, en retour, va pouvoir réutiliser ce qu'il a fait pour l'adapter à son contexte. OK. Et puis, c'est là où, justement, le libre accès agit comme catalyseur. Messieurs, merci. Merci pour Merci à toi, l'opportunité. merci pour l'opportunité. Bonne chance avec ce projet, puis on va sûrement en reparler.